Assalamu alaikum, bienvenue chers élèves, toujours avec les cours de sciences de la vie et de la terre de troisième année collège et avec le système immunitaire. Rappelez-vous chers élèves, nous avons déjà vu le premier cours sur les microbes. On a vu que les microbes sont très diversifiés et on a classés en 4 groupes, qui sont les protozoaires, les bactéries, les champignons et les virus. Et on a vu que ces microbes, certains sont utiles, comme l'exemple de levure utilisée dans la production du pain, ou les bactéries du lait, lactobacilles, et aussi il y a d'autres qui sont pathogènes. Et on a vu que cette virulence de ces microbes due à 4 caractéristiques, qui sont la multiplication, l'existence d'une capsule qui permette à ce microbe d'empêcher d'éviter l'action du système immunitaire, la sécrétion des toxines par certaines bactéries, comme l'exemple de la toxine tétanique, et aussi il y a d'autres qui sont capables de se transformer, le cas de virus. Et on a vu, lorsque un organisme, malgré que ces microbes, ils ne réussissent pas à pénétrer dans l'organisme, grâce à l'existence d'un système immunitaire. Premièrement, la première ligne de défense, c'est une immunité naturelle qui s'oppose à l'entrée de ces micro-organismes, qui sont les barrières naturelles, qui sont les barrières mécaniques, la peau et les mucus, qui tapissent l'intérieur des voies respiratoires, des voies génitales, etc., et aussi des barrières chimiques par les sécrétions, les larmes, la sueur, etc. Et on a vu que lorsqu'il y a une blessure au niveau de la peau, il y a l'intervention du système par une immunité qui est naturelle, caractérisée par l'inflammation. Et on voit, si on rappelle, donc, la première, lorsqu'il y a une blessure au niveau de la peau, l'entrée des micro-organismes qui pénètrent à l'intérieur, et il y a l'intervention des cellules appelées des macrophages, qui englobent l'agent pathogène, le microbe, et il essaie de le détruire. Mais parfois, il y a un échec de ce phénomène, qui est la phagocytose, d'où l'intervention d'une deuxième ligne de défense, qui est l'immunité spécifique. Et on a vu que cette immunité spécifique, pourquoi spécifique? Parce qu'il est contre un agent pathogène bien donné, pas vis-à-vis tous les agents, comme le cas de la phagocytose. C'est une immunité qui est innée, existe dès la naissance, il est immédiate et il est aussi non spécifique. Alors que la deuxième immunité qu'on a déjà vue, immunité spécifique de 2 types. Immunité fait intervenir les lymphocytes B qui se différencient en cellules sécrétrices d'anticorps qui vont éliminer l'agent pathogène. C'est une immunité, on a dit, humorale. Et deuxième type d'immunité, c'est une immunité de type cellulaire qui fait intervenir des cellules, les lymphocytes T, qui reconnaît les cellules infectées par le microbe, se différencier, se multiplier et se différencier en cellules T tueuses capables de détruire les cellules qui sont infectées. Voilà, chers élèves, ce système, parfois, peut subir des défaillances où il n'arrive pas à jouer normalement son rôle. C'est le cas de certains dérèglements. Je vous invite à observer cette photo, chers élèves. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? La première photo, il s'agit d'une fille en éternuement. Qu'est-ce que vous observez? Il porte une fleur. Avec des molécules ici, il y a des grains, vous avez déjà vu le cours de la reproduction chez les plantes, il y a des éléments ici. Alors à côté, la fille, il y a cette réaction que vous voyez, le corps, le visage comment il y a des contractions généralisées dans tout le visage. C'est une réaction qu'on dit qu'il est excessive et il s'agit d'une allergie. C'est une fille allergique. La deuxième photo, on voit le dos d'une personne atteinte de sida. Sans doute, vous avez déjà entendu parler de sida. Il s'agit de syndrome d'immunodéficience acquise. Ça veut dire ici, c'est une maladie qui est acquise. Il y a une
le système immunitaire ne fonctionne pas. Et on voit sur le dos, observons qu'il y a des taches rouges. Il y a des taches rouges où il est facilement attaqué par les microbes. C'est comme qu'il n'y a pas de système immunitaire. Chers élèves, alors on pose des questions concernant ces deux dérèglements qui sont: quelles sont les causes de ces dérèglements immunitaires, l'allergie et le sida, quel est le mécanisme de leur action sur le système immunitaire. Et on va commencer, chers élèves, par les allergies. Observons ces trois photos. Qu'est-ce que vous observez? La première photo, le visage. La plupart des muscles sont à l'état de sont contractés, qui portent des fleurs. Ici, des démangeaisons au niveau du cou. La troisième photo, oui, évidemment, on voit qu'il y a rougeur et gonflement, ce qu'on appelle œdème. Œdème, c'est gonflement. Et ça vous rappelle, chers élèves, ce qu'on a déjà vu lorsqu'on a entamé la première ligne de défense, l'inflammation, la réaction inflammatoire, qui est une immunité naturelle. Et on a vu qu'il y a quatre symptômes qui sont rougeur, gonflement, sensation de douleur et aussi chaleur. Ça nous rappelle certains de ces symptômes qui sont ici, gonflement et des œdèmes. Donc, ce sont des symptômes, des manifestations de l'allergie. Et on va les résumer, chers élèves, au tableau suivant. Les molécules qui sont responsables de ces allergies sont appelées des allergènes qui sont responsables. L'origine de ces allergènes, soit sont des pollens de certaines plantes, l'ambroisie, graminées, arbres. Le contact se fait au niveau des muqueuses respiratoires, au niveau des yeux, et qui donne des symptômes qui sont rhume du foin, nez qui coule, larmoiement, yeux rouges. Certains produits chimiques inhalés, poils d'animaux, plumes, poussière, qui touchent l'appareil respiratoire, alors en provoquant de l'asthme. Et l'asthme, c'est un état gênant de respiration. Les personnes atteintes d'asthme n'arrivent pas à bien respirer normalement, donc il y a des problèmes dans la respiration, difficultés respiratoires tôt. Certaines plantes, des tissus, le contact se fait au niveau de la peau, amenant à des eczémas, rougeur sur la peau, formation de croûtes, des taches sur la peau. Aussi certains aliments, des protéines de lait, d'œufs, l'arachide, de moutarde. Sans doute, vous allez trouver certains membres de votre famille, de vos familles qui sont atteints de cette allergie. Lorsqu'ils mangent un aliment, par exemple, poisson ou du lait, ils se trouvent dans l'état d'une hypersensibilité où il y a ces symptômes qui apparaissent. On dit qu'il est allergique vis-à-vis ces molécules. Et on définit, chers élèves, définition, c'est quoi? Les allergies sont des réactions d'hypersensibilité. Il est hypersensible à un antigène traduisant un fonctionnement excessif du système immunitaire. Et là, sans doute, vous allez s'interroger pourquoi on dit antigène. Eh bien, évidemment, rappelez-vous la définition de l'antigène. Ce sont des agents, des éléments, soit des molécules, soit des cellules, capables de provoquer ou d'induire une réponse immunitaire au sein de l'organisme. Mais dans notre cas, est-ce que ce sont des agents pathogènes? Est-ce que ce sont des molécules toxiques? Est-ce que ce sont des microbes? Non, ce sont des éléments qui se trouvent normalement dans le milieu, mais qui causent cette hypersensibilité. Ce sont des antigènes qui traduisent un fonctionnement excessif du système immunitaire. Ils se caractérisent soit par des urticaires, d'asthme, de conjonctivité. La substance antigénique est dite allergène. Donc, ces molécules capables d'induire cette hypersensibilité chez certaines personnes qu'on dit que sont allergiques. Et maintenant, on pose la question, comment peut-on expliquer ces symptômes? Rappelez-vous, on a déjà expliqué les symptômes lors de l'inflammation. On a dit qu'il y a une dilatation des vaisseaux au niveau de la région de blessure. Il y a sortie du plasma des cellules, ce qui a donné gonflement. Mais revenons ici, quelle est la cause? Est-ce qu'il y a la même?
mécanisme de l'allergie, les études ont montré qu'il y a la sensibilisation des cellules appelées mastocytes, comme vous voyez dans la photo ci-contre. Lors du contact avec l'allergène des cellules du système immunitaire, des mastocytes sont sensibilisés. Donc, ces cellules contiennent des vésicules riches en histamine. Et ces histamines sont responsables de ces symptômes, ces manifestations. On va voir en détail comment se fait le mécanisme, comment l'entrée de cet allergène va aboutir à la libération de l'histamine pour donner ces manifestations. C'est ce qui est résumé, chers élèves, dans ce schéma. Ces deux schémas, regardons. Le premier contact avec l'allergène, ces molécules vont pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Ils vont être reçus par des lymphocytes. Ce sont les lymphocytes B, ce sont des molécules, par exemple le lymphocyte B qui se trouvent sensibilisés, activés et vont se transformer en plasmocytes sécréteurs des anticorps. Et on assiste ici, on a dit IgE. Je sais que c'est la première fois que vous avez entendu parler de ce terme IgE, c'est l'un des classes des Ig. Les Ig, ce sont les anticorps. On dit immunoglobulines, la forme globulaire. Immuno, il intervient dans l'immunité. Ces anticorps vont se fixer sur les mastocytes. Observons ici que les mastocytes contiennent des vésicules. Ces vésicules sont riches en histamine. Ça, le premier contact. On dit que c'est ici une phase de sensibilisation. L'organisme est sensibilisé contre cet allergène. Comment? Par l'activation des lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes sécréteurs des anticorps. Ces anticorps vont se fixer sur la surface des mastocytes. Ça, la première phase. Maintenant, la deuxième phase. Regardons lors du deuxième contact avec l'allergène, libération, donc l'entrée de l'allergène va se fixer sur les anticorps de façon, bien évidemment, spécifique. Parce que les anticorps, dès le départ, leur formation, c'était vis-à-vis ces allergènes bien déterminés. Donc, une fois l'allergène se fixe sur les anticorps, qui sont déjà fixés sur le mastocyte, ces cellules vont sécréter, vont libérer dans le milieu extérieur l'histamine. Ces molécules sont responsables de l'inflammation. Et on signale ici que ces histamines aboutissent à des œdèmes, des contractions des muscles des voies respiratoires, l'asthme, eczéma. Et rappelez-vous, chers élèves, lorsqu'on a parlé du milieu intérieur, ces histamines, les mastocytes existent dans le sang, donc il y aura libération de l'histamine dans le sang, et le sang va distribuer ces molécules dans tout l'organisme, ce qui explique les manifestations qu'on trouve parfois généralisées lors de l'allergie. Donc, on peut résumer, chers élèves, le mécanisme. Donc, la réaction allergique se fait en deux étapes. Phase de sensibilisation, le premier contact avec l'allergène aux sensibilisations, l'organisme produit des anticorps contre cet allergène. Et certaines cellules du système immunitaire, les mastocytes, sont sensibilisées. Deuxième phase, phase de réaction allergique. Deuxième contact avec le même allergène, c'est la réaction allergique proprement dite. Les mastocytes libèrent brutalement des substances chimiques irritantes responsables des symptômes de l'allergie. Sans doute, vous allez s'interroger, chers élèves, comment est-ce qu'il y a un traitement contre ces symptômes, contre ce dérèglement qui est l'allergie? Eh bien, évidemment, on peut dire qu'il faut éviter les allergènes parce qu'ils provoquent ces manifestations. Et aussi, on peut utiliser des antihistaminiques contre ces histamines pour bloquer ou arrêter leur effet néfaste sur la santé. Et aussi, les études ont montré que parfois on peut utiliser des molécules, on peut exposer l'organisme à certaines quantités de ces allergènes, ce qui permet de désensibiliser. Avec le temps, on parle ici d'une tolérance. L'organisme, il tolère ces molécules, ces allergènes, et il peut ainsi éviter les manifestations. Donc, comme bilan,
on dit que les allergies sont des réactions d'hypersensibilité à un antigène, traduisant un fonctionnement excessif du système immunitaire. Ces allergies se caractérisent par des inflammations dont la cause est la libération par les cellules de l'organisme de l'histamine. C'est pourquoi on utilise des antihistaminiques pour lutter contre ces allergies. Chers élèves, on voit ça concernant le premier dérèglement qui est l'allergie ou les allergies vis-à-vis des différentes molécules. Maintenant, on va s'interroger sur le syndrome d'immunodéficience acquise. Quelle est la cause de ce dérèglement? C'est ce qu'on va voir. Le syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie provoquée par un virus qui s'appelle le VIH. Le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humain chez l'homme. Et observons, chers élèves, le virus, la structure du virus, une enveloppe. À l'intérieur, il y a une capside, donc schématiquement ici, donc une enveloppe contenant plusieurs molécules. Ce sont des protéines ici, des glycoprotéines, des protéines, et à l'intérieur une capside, et à l'intérieur il y a le matériel génétique. Et rappelez-vous, on a vu ça l'année précédente, on a parlé de matériel génétique. Ce sont des matériels qui existent dans le noyau et qui est responsable des caractères de chaque être vivant. Le VIH est un virus de diamètre de 0,12 micromètres formé d'une enveloppe renfermant une capside contenant du matériel génétique. Et donc, par définition, on dit ici le sida, une maladie provoquée par un virus VIH qui infecte certaines cellules du système immunitaire, qui sont les lymphocytes T4. Le virus se multiplie dans ces cellules et finit par les détruire. Et on va observer, je vous invite à observer ce schéma, comment se fait l'infection du lymphocyte T4 par le VIH. Observons, chers élèves. Regardons ici une cellule qui est le lymphocyte T4. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit concernant les lymphocytes T4? Oui, ce sont des cellules auxiliaires. Auxiliaires, ils aident les autres cellules. Et ces cellules, on a vu ça lorsqu'on a parlé de la coopération cellulaire. Donc, ces cellules sont responsables de l'activation des lymphocytes B pour qu'ils se différencient en plasmocytes et en LB mémoire, et aussi les lymphocytes T pour qu'ils se différencient en T tilleuse et en T mémoire. Regardons, revenons sur le schéma. Voilà le virus, il va attaquer le lymphocyte T4. Une observation à ce niveau-là, regardons, le virus, il est en train de se fixer sur la membrane. Il y a un accolement sur la membrane de lymphocyte T4. Puis, une fois il s'accole, il y a l'entrée, donc il fait pénétrer son matériel à l'intérieur, et il y aura à l'intérieur, qu'est-ce que vous observez? Il y a multiplication, formation de plusieurs virus qui finissent à la fin par sortir. Regardons, il sort. Et rappelez-vous, on a dit qu'une caractéristique de la multiplication chez les virus, c'est ce qu'on appelle le bourgeonnement. Donc, le VIH pénètre dans le lymphocyte T4, VIH se multiplie à l'intérieur de LT4. Troisième phase, regardons, il y a la sortie des virus formés par ce qu'on appelle, ici le début, et après il y a isolement de l'enveloppe et la sortie de ces virus. C'est ce qu'on appelle le phénomène de bourgeonnement. Et c'est la troisième étape. De nombreux virus sortent de LT4 et sont libérés dans le milieu. Mais que se passe-t-il concernant le lymphocyte T4? Donc, le devenir, le destin, donc, il va mourir. Donc, c'est la mort du lymphocyte T4, sa destruction totale. Chers élèves, maintenant, on va voir quelle est l'évolution de la maladie du sida. On parle ici de la phase d'infection de sida. Et je vous invite à observer ce graphe. Donc, il est constitué de 3 courbes. On se demande de décrire l'évolution.
et d'expliquer l'apparition. Donc, bien évidemment, on observe ici, on a les lymphocytes T4. On commence par l'entrée de virus. Le virus il se multiplie, puis diminue dans une première phase qui est la primo-infection. Primo-infection, aucun symptôme, parfois légère, fièvre et fatigue. Mais après, il y a une phase qui dure 3 à 8 semaines. Notez bien, chers élèves, ça. La première phase, primo-infection, aucun symptôme, au cours de laquelle on assiste à une augmentation du nombre de virus qui diminue par la suite. La diminution de lymphocytes T4, et on a vu que les T4 sont des cellules cibles, sont affectées par ce virus. Et puis, il y a une constance de point de vue quantité de virus qui reste stable, les lymphocytes T4. C'est la phase asymptomatique. Pourquoi asymptomatique? Pas de symptômes. Juste gonflement du ganglion lymphatique. Première maladie. Donc après, il y aura les premières maladies sont relativement bénignes, mais leur apparition va commencer après 2 ans, après la phase asymptomatique, qui est la phase de sida déclarée, où il y a l'apparition des maladies opportunistes. Pourquoi? Parce qu'il y a, comment peut-on expliquer ça? La destruction totale des lymphocytes T4, qui joue un rôle primordial dans l'immunité dans le corps. Leur destruction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activation, soit les LB dans le cas de l'immunité immorale, soit les lymphocytes T dans le cas de l'immunité cellulaire. Et donc, on résume, chers élèves, ces phases, comme vous voyez, donc 3 phases, primo-infection, phase asymptomatique qui dure plusieurs années jusqu'à 2 ans, une phase de sida déclarée, qui est au cours de laquelle la quantité de virus augmente rapidement et où il y a les lymphocytes T4 sont détruits et donc ils se trouvent face à tous les microbes qui sont parfois qui ne provoquent pas des maladies, mais dans ce cas, vu l'absence de ces cellules, donc ils vont causer des maladies et des symptômes dans l'organisme. Et on se pose la question, quel est le traitement de sida? Des traitements qui ralentissent seulement l'infection par le VIH existent, mais ils n'éliminent pas totalement le virus. Il n'y a pas d'élimination totale du virus. Actuellement, on ne guérit pas du sida. Des tentatives de mise au point de vaccins ont été réalisées, mais à ce jour, aucun vaccin n'est efficace, car le virus se modifiait sans arrêt. Et là, c'est le danger lié au virus, c'est qu'il se transforme dans la surface, ce qui oppose et ce qui pose des problèmes pour trouver le vaccin. Et donc, la meilleure mesure, c'est se protéger. Il faut se protéger, chers élèves, contre ce virus. Comment se protéger? Par l'adoption des comportements, par des mesures, comme résumé ici. Le sida se transmet, donc regardons, on pose la question comment se transmet le sida. Le sida, ce syndrome, lors des rapports sexuels avec un partenaire contaminé, par le sang infecté, véhiculé par les instruments tranchants non stérilisés, et aussi de la mère enceinte infectée à son fœtus ou à son bébé. Donc, si on veut éviter absolument ça, éviter la multiplication des partenaires sexuels, éviter l'utilisation des instruments non stérilisés, intraveineuses, et aussi l'injection des drogues, et aussi le cas de grossesse en cas d'infection par le virus. Adopter des comportements adéquats, la fidélité à vos conjoints, l'utilisation des préservatifs, l'utilisation des instruments. Et chers élèves, en bilan, le sida est une maladie provoquée par un virus, qu'on a dit le VIH, qui infecte certaines cellules du système immunitaire, qui sont les T4. Le virus se multiplie dans ces cellules et finit par les détruire. Le corps se retrouve privé de défense. Il n'y a pas de défense contre les micro-organismes pathogènes. Après une phase de dormance, on dit de dormance ou de latence, où il y a une stabilité, le virus il est en état de stagnation, donc il n'y a pas de multiplication, ça qui peut durer jusqu'à 12 ans. Mais après, il y aura le problème. Donc le virus se multiplie à nouveau et empêche le système immunitaire de jouer son rôle normal. Les micro-organismes, toujours présents, provoquent alors des infections qui ne peuvent être éliminées par l'organisme.
Donc le sida est alors déclenché. Et c'est pour cela qu'on dit que la troisième phase, c'est la phase de sida déclarée et que l'organisme se trouve en face à des maladies opportunistes, des microbes opportunistes qui profitent de l'occasion pour attaquer l'organisme vu qu'il y a l'absence des cellules importantes qui interviennent dans l'immunité. Chers élèves, notre séance touche à sa fin et à la prochaine séance. Merci pour votre attention.